Bienvenue à tout le monde et merci Allô? de vous joindre à nous dans cette belle soirée. Donc, je vais vous présenter Martin Boisvert. Martin Boisvert, il provient du domaine de l'aménagement du territoire ayant un intérêt prononcé pour l'environnement. Martin a été heurté en plein fouet par la permaculture en 2013. Il s'est alors efforcé depuis à apprendre de la grande maîtresse qu'est la nature à travers ses expériences et il poursuit sur sa propriété rurale, notamment avec les poules, pour qui il a développé une passion. À un point tel qu'il offre depuis 2016 des conférences et formations sur le sujet, avec comme priorité le respect entier de l'animal. Donc, Martin Boisvert va nous présenter sur le sujet des familles qui décident d'héberger quelques poules à la maison, notamment pour leur offrir des conditions de vie dignes de tout être vivant, mais jusqu'où on peut aller pour favoriser le bien-être des poules chez soi. La réponse est dans la nature elle-même de l'animal. Donc, Martin, je te laisse la parole. Là, pendant que les gens vont me regarder parler, moi, je ne veux pas me regarder parler, fait que je vais être présent sur le chat autant sur Zoom que sur Facebook Live. Fait que si vous avez des questions au fur et à mesure, posez-les parce qu'à la fin, il risque de ne pas avoir de temps pour des questions étant donné que j'ai pris trop de temps pour ma vidéo. Fait que gênez-vous pas, je vais être là. Je partage l'écran. Si vous pouvez continuer à admettre les gens, ça va être super. Marie-Soleil, je vais te laisser les admettre à ce moment-là Oui, pour c'est bon. répondre. Parfait. Bon, bien, bonne rencontre, bonne réunion. Merci. Être animal fait partie intrinsèque de ma philosophie. C'est la base, en fait, des choses. Donc, belle conférence ce soir que je donne dans le cadre de la foire Écosphère. Il y a des commanditaires à remercier, puis j'en profite également pour remercier et saluer les efforts de l'équipe de la foire Écosphère qui s'est revirée de bord. COVID oblige pour s'en aller vers un événement virtuel. Puis merci pour l'opportunité de vous parler de ma passion. Vous allez voir, je suis passionné quand je parle de sujets comme la permaculture, la garde-poule, tout ça. Donc, on va passer un petit 45-50 minutes ensemble, puis il va y avoir place aux questions par la suite. Donc, allons-y gaiement. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire. L'écran, dans le fond, c'est les 12 premiers poussins qu'on a eus dans la maison. Il était en bas âge comme ça, mais petits poussins grandissent vite, évidemment. Puis moi, je n'avais pas commencé à construire mon poulailler quand on a eu nos poussins. Donc, je me sentais un petit peu rushé parce que ça grandit à vue d'œil, dans le fond, ces petites bêtes-là. Fait que je me suis mis sur le projet de construction du poulailler. Poulailler qui est un bâtiment qui est, somme toute, facile à faire, que je dirais, qui est facile d'approche pour la majorité des gens qui sont moindrement bricoleurs. Moi, ça fait partie aussi de ma philosophie d'essayer de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise à se lancer dans une construction comme un poulailler. Je pense que ça peut être un beau prétexte pour se réapproprier ces talents manuels, des fois qui sont cachés, qu'on n'a juste pas découverts encore. Donc, au fil des expériences comme ça, j'en suis arrivé en 2016. Ah oui, puis aussi avec les enfants. Moi, j'ai 3 jeunes enfants. Puis c'est une super belle expérience, évidemment, pour toutes sortes d'apprentissages, apprendre à prendre soin des animaux, tout ça, à la responsabilisation des enfants en fonction de leur âge. Fait qu'il y a des beaux apprentissages à faire par rapport à ça, ce qui m'a amené en 2016 à me dire, OK, je me sens assez ferré en expérience, puis également, j'ai des talents en termes de communication, de vulgarisation. Donc, j'ai dit, OK, je vais me lancer là-dedans, d'autant plus que c'est une activité qui jouissait d'une popularité grandissante d'année en année. Puis là, cette année, ça a complètement explosé, comme d'autres thèmes, tout ce qui est lié à l'autosuffisance alimentaire, jardinage, les cerfs, les poules, d'autres animaux aussi, là, ça a vraiment explosé au point où il y a eu pénurie de poules cette année. C'était vraiment incroyable. Donc, moi, je suis là, dans le fond, pour outiller les gens vers les bonnes pratiques en ayant encore une fois en tête le bien-être animal comme priorité. Donc, à gauche et à droite, je donne des formations, des conférences. Cette année, c'est beaucoup, sinon uniquement en ligne, évidemment. COVID oblige. J'ai beaucoup de plaisir par rapport à ça. Maintenant, on va parler du bien-être animal. Je vais vous parler un peu, je vais vous évoquer je vais vous présenter des situations qui vont faire une espèce de mise en contexte par rapport au bien-être animal, directement par rapport aux poules. Donc, vous avez à l'écran, puis ce n'est pas une critique envers le système, je dirais, de production d'œufs de consommation en masse, parce que c'est ça qu'on a à l'écran en ce moment, mais
ça vaut quand même la peine d'en parler. Vous avez à gauche des poules qui sont en cage, à droite, c'est en volière. Dans le fond, c'est les façons, c'est les deux principales méthodes de production d'œufs de consommation type commercial comme ça. Heureusement, les normes en bien-être animal sont en évolution. Donc, il y a plus d'espace vital pour les animaux comme ça. Donc, c'est chouette. Mais il y a quand même encore beaucoup de poules qui sont en cage présentement. Les gens prennent conscience aussi que, par exemple, pour développer des poules pondeuses, on fait éclore des poussins, puis il y a à peu près 50 de chances que ce soit des mâles. Puis souvent, les mâles, on s'en débarrasse. Une des façons de s'en débarrasser, je ne sais pas aujourd'hui, là, mais il n'y a pas longtemps, c'était la méthode que je dirais la plus populaire, c'était, dans le fond, le broyage des poussins mâles. Donc, ça, quand la population a su ça, ça a soulevé les passions, je dirais, parce que, disons que c'est assez discutable comme façon de traiter la vie. Hein? On en convient. Et puis, en termes de bien-être animal, on a vu passer l'année passée des gens qui vont occuper des fermes. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est l'élevage porcin pour un peu braquer les caméras sur cette situation-là. Je pense que c'est des truies en gestation dans ce cas-là où je pense qu'ils ne peuvent même pas se tourner. Donc, bien-être animal, c'est un thème qui, dans le fond, qui est de plus en plus cher au cœur des gens, puis je trouve ça super important. Puis moi, je vais vous montrer, dans le fond, moi, comment je le décline, ça, à l'instant. Mais avant de le faire, sachez qu'il existe une espèce de convention ou une espèce de libellé qui semble être assez, je dirais, respecté, approprié dans le monde, qui vient de l'Organisation mondiale de la santé animale, qui vient mettre des facteurs, je dirais, des conditions liées au bien-être animal. Donc, vous les avez à l'écran, dans le fond, bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d'expression du comportement naturel. Ça, je le trouve super important, pas au détriment des autres, là, mais moi, ça, je l'ai à cœur. Puis absence de souffrance telle que douleur, peur ou détresse. D'accord? J'aime bien qu'il y ait quelque chose là-dessus. Moi, dans ma philosophie, encore une fois en ayant le bien-être animal comme priorité, je décline le concept du bien-être animal en 4 différents volets. Offrir aux poules des conditions de vie arrimées à leur vraie nature, mettre en œuvre les comportements naturels de la poule, on en a parlé, pour générer vie, abondance et services écologiques. Je vais vous parler dans le fond de chacun de ces sujets-là par rapport aux poules. Privilégier les races de poules qui grandissent et pondent un rythme naturel et qui résistent naturellement aux rigueurs de nos hivers, puis avoir recours à des matières saines et locales que la nature reconnaît. Donc, chacun de ces points-là va être un prétexte pour moi de vous présenter différentes choses comme ça. Donc, allons-y gaiement. On va commencer par le premier, offrir aux poules des conditions de vie arrimées à leur vraie nature. Dans le fond, moi, j'aime bien ma philosophie, c'est garder des poules tout naturellement. Donc, vous voyez qu'on retrouve le mot nature, dans le fond, dans tous mes libellés. Je veux juste vous le ramener comme ça. Donc, nature, naturel, ces choses-là. Puis, je trouve que cette expression-là fait un bon résumé de ma philosophie. Donc, la vraie nature des poules, quelle est-elle? En fait, moi, j'aime bien regarder même les animaux à l'état sauvage parce que la poule sauvage existe encore. Vous envoyez un spécimen à l'écran, c'est pas au Québec. Au Québec, on pourrait dire que la poule sauvage, c'est peut-être la sauvagine, comme la perdrix, par exemple. Mais ça existe encore. Donc, quand on observe cet animal-là, on voit qu'il y a des comportements qu'on retrouve chez la poule domestique. Puis moi, je trouve ça intéressant de voir, dans le fond, à quel point le comportement peut être similaire et donc influencer nos pratiques, notamment l'aménagement du poulailler, le traitement des animaux, tout ça. Comme tout animal devrait aller à l'extérieur, à mon avis. Les poules, c'est la même chose. Et puis, idéalement, à l'année. Vous voyez des photos, dans le fond, de poules dans la neige. Je préconise grandement que les poules puissent sortir à l'extérieur, même en hiver. Je vais vous en parler du volet hivernal un petit peu plus tard, parce que c'est la question, c'est la préoccupation principale des gens. C'est la question que je reçois le plus, la gestion de poules en hiver. Donc, c'est super important que la poule aille dehors, qu'elle aille déployer ses ailes, piquer une course, picorer le sol en été pour trouver toutes sortes de nourriture, faire son bain de poussière dans le sol, manger de l'herbe. Elle va manger tout ce qu'elle trouve, dans le fond, parce qu'elle est omnivore, la poule, je vais vous en parler. Fait que tout le monde dehors, ça veut dire
les poules doivent aller à l'extérieur. C'est une question de santé et de bien-être. Poules mouillées, ce que je veux dire par là, c'est qu'on devrait avoir un milieu le plus possible exempt d'humidité. Donc, un taux d'humidité le plus bas possible au poulailler parce que l'humidité, premièrement, c'est de l'eau dans l'air. Donc, l'eau est un vecteur de maladies, de malaises, de parasites. Ça favorise la vie, dans le fond. Des maladies de pattes, par exemple, quand la litière est mouillée dans le fond du poulailler. Puis aussi, c'est que l'hiver, particulièrement, l'humidité étant de l'eau, la poule a plus de difficultés à se réchauffer, alors que la plupart des races peuvent tolérer des froids jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. Je vais vous en reparler tantôt. Fait que c'est super important de maintenir un poulailler le plus sec possible. Vous avez 2 leviers. On coupe les sources d'humidité. Par exemple, on surélève le poulailler. Puis l'autre levier qu'on a, c'est d'évacuer les sources d'humidité comme la respiration des poules, leur déjection. Donc, faire en sorte que l'air puisse être renouvelé. Il ne faut pas, au nom de l'efficacité énergétique, garder ça trop hermétique. Ça serait très rare. Donc, il faut absolument que l'air puisse être remplacé. La gang, c'est la gang. Ce que je veux dire par là, c'est que les poules, même sauvages, donc autant domestiques, vivent en groupe. Il y a une hiérarchie qui s'établit dans le groupe, puis socialement, ils ont besoin minimalement d'un groupe de 3. D'accord? À 3, on a la base d'une structure sociale qui va plaire aux poules, donc dans lequel elles vont se sentir à l'aise. Donc, ça va contribuer à leur bien-être à ce niveau-là. Fait de l'air, ce que je veux dire par là, c'est espace vital. C'est important que chaque animal ait suffisamment d'espace pour se sentir bien. S'ils n'ont pas assez d'espace, les poules vont devenir stressées, peuvent se picorer entre elles, donc il y a de la mutilation comme ça, picorement à gauche puis à droite. Donc, ce n'est pas du tout souhaitable, on s'entend là-dessus. Au poulailler, ce que je préconise, c'est 4 pieds carrés minimalement par poule, mais 4 pieds carrés, là, plus que ça, c'est pas nécessaire, en fait. D'accord? Fait que si vous avez 4 poules, 4 pieds carrés fois 4 poules, 16 pieds carrés, on parle d'un carré de 4 pieds par 4 pieds. 1,2 mètres par 1,2 mètres, si vous le voulez, en système métrique. À l'extérieur, on va offrir davantage. Moi, ce que je dis aux gens, offrez-leur la plus grande superficie que vous pouvez leur offrir, mais au moins, gros minimum, 10 pieds carrés. C'est vraiment un gros minimum, idéalement plus. Donc, extérieur comme intérieur, c'est important que chaque poule ait son espace vital. La nourriture, c'est super important. Quand on se met à observer les poules, on se rend compte que c'est le gros de leur activité de trouver de la nourriture. Creuse le sol pour trouver des insectes, des larves, des vers de terre. Une souris qui passe, vous avez remarqué dans le milieu de l'écran, elle ne se gênera pas. Une couleuvre, grenouille, crapaud, ce genre de choses-là. Là. Les poules sont assez performantes parce qu'elles sont omnivores et gourmandes. Donc, on peut favoriser ça, évidemment. Donc, quand elles vont à l'extérieur, en dehors de l'hiver, parce que le sol est gelé, évidemment, elles peuvent creuser le sol pour trouver toutes sortes de bestioles, des végétaux aussi. Les poules au pâturage aussi, c'est super intéressant. La poule peut manger jusqu'à 20 de son alimentation en herbe par jour. Puis donc, ça vient diversifier, dans le fond, ses sources nutritionnelles. Donc, la poule est heureuse. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus on va diversifier les sources de nourriture offertes aux poules, plus elles vont diversifier ou bonifier la qualité nutritionnelle des œufs. Donc, on va avoir des œufs plus. Si on donne juste de la moulée à nos poules, elles vont pouvoir mettre théoriquement de la moulée dans leurs œufs, mais si on leur donne plein d'autres choses, elles vont pouvoir mettre toutes sortes de choses, des nutriments supplémentaires, de la qualité en plus de la fraîcheur quand on récolte les œufs. J'aurais juste à faire ça. Autre gros point, c'est de donner des restants de table à nos poules. Les poules sont omnivores. Il y a des aliments contre-indiqués, mais à mon avis, ils sont peu nombreux. Donc, on ne se gêne pas. Même la viande, on peut la donner aux poules, d'accord? Donc, vous voyez l'avantage par rapport à votre composteur domestique dans lequel on sait qu'on ne devrait pas mettre de la viande ou en très faible quantité. Sinon, il peut y avoir développement d'odeur. On peut attirer vermine, ratons laveurs et autres, développement d'asticots. Donc, c'est pas approprié de mettre de la viande dans un composteur domestique, mais de faire transiter ça par le système digestif de la poule, elle va transformer ça en œuf et en fertilité en très peu de temps. Donc, vous voyez l'avantage à ce moment-là. Là. Donc, il y a un gros gain à faire au niveau du recyclage de la matière organique, plus particulièrement des restants de table. Maintenant, le second point que je vais vous parler, c'est mettre à l'œuvre les comportements naturels de la poule pour générer vie, abondance et services écologiques. Donc, je vais vous parler un peu
permaculture. Moi, c'est en trame de fond de tout ce que je fais, la permaculture. Si vous ne connaissez pas, il y a sûrement des conférences dans le cadre de la foire Écosphère. Sinon, tapez ça dans Google ou dans YouTube, là, vous allez avoir des choses là-dessus. Première chose, je vous ai parlé, hein, les restants de table, en fait, je viens juste d'en parler. Donc, une façon que je trouve logique de donner accès aux restants de table à nos poules, c'est de donner accès aux poules à notre tas de compost. Donc, moi, concrètement, comment je procède, là, c'est vraiment une photo de mes installations que vous avez à l'écran. C'est que le tas de compost se construit directement dans l'enclos des poules. Moi, je mets à chaque jour les restants de table de la journée et je me fie sur l'intelligence de l'animal pour ne pas se gaver d'aliments qui ne leur conviennent pas au niveau de leur santé. C'est par exemple des restants d'avocat. Des plures de pommes de terre crues, par exemple. C'est le genre de choses qu'on voit sur de nombreuses listes d'aliments contre-indiqués pour les poules. Mais moi, d'expérience, puis pour en avoir discuté avec d'autres, les poules sont très peu sujettes à se gaver de ces éléments-là. Donc, elles vont trier elles-mêmes, elles vont manger ce qui leur convient. Ce qui ne leur convient pas est déjà dans le tas de compost. Fait que ça, on est content. Elles vont brasser le tas de compost à la recherche de nourriture. Toute la petite faune, le microbiote qui va se développer dans le tas de compost, elles vont vouloir y avoir accès un peu comme ça en grattant. Elles vont faire leur déjection, donc enrichir le tas de compost, notamment de vie et de fertilité azotée. Donc, ça devient une façon, somme toute, assez simple de construire son tas de compost. La seule chose, c'est qu'il faut ajouter de la matière carbonée périodiquement parce que c'est beaucoup de l'azote à ce moment-là qui se retrouvait dans le tas de compost. Donc, vous connaissez, dans le fond, qu'il faut respecter un certain rapport carbone-azote pour avoir un bon tas de compost qui va composter dans les règles de l'art. Donc, c'est la même chose. C'est la même façon qu'on va gérer le tas de compost qui est accessible à nos poules comme ça. Ensuite de ça, cette fertilité-là qui s'accumule, par exemple, dans l'enclos des poules, ben moi, je l'utilise, je l'étends dans ma forêt nourricière, d'accord? Donc, forêt nourricière, c'est une façon d'aménager les végétaux, de les regrouper par strates. Donc, grands arbres, moyens arbres, petits arbres, arbustes, couvre-sol, plantes grimpantes, herbacées. On peut inclure les plantes aquatiques là-dedans aussi si on a des milieux humides. Donc, bref, moi, j'ai une petite forêt nourricière dans le fond de ma cour. Donc, cette fertilité-là, je peux aller l'étendre à la brouette. Puis, ça se passe vraiment comme ça. Vous voyez, il y a des tas que je viens étendre à la brouette et je laisse les tas à cet endroit-là et je m'en vais. Et je reviens le lendemain et la majorité des tas sont bien étendus. Puis ça, c'est pas la fée des dents qui fait ça, le bonhomme 7 heures. C'est les poules, en fait, qui se garochent dans ce tas-là à la recherche de nourriture et ce faisant, ils vont vraiment le répandre à gauche puis à droite. Fait que cheap labor, mais travail intelligent. Les poules font ça naturellement. On a juste à mettre à profit cette caractéristique-là. Donc, on a un service écologique si on veut. Donc, on peut faire d'autres choses pendant ce temps-là. Ensuite de ça, les poules au jardin, il faut faire attention parce qu'elle est omnivore, elle est gourmande et elle gratte le sol. Donc, en saison de, tu sais, quand on vient de transplanter ou faire nos semis directs, mettons, fait qu'ils ont accès aux semences, là, vous pourrez défaire vos rangs de carottes puis manger ce qui s'y trouve, là, tu sais, ce genre de choses-là. Ce que je préconise, par contre, on peut vraiment les laisser aller à leur guise, c'est de créer une nouvelle parcelle de jardin. Pour ce faire, on va utiliser la capacité désherbante de la poule. Quiconque aura eu des poules, c'est très bien de quoi je vais parler. C'est qu'on installe, par exemple, le poulailler dans un espace gazonné circonscrit par une clôture. Donc, on appelle ça un enclos. Espace gazonné ne restera pas gazonné très longtemps parce que les poules vont avoir tout mangé ce qu'il y a là. Puis à mesure que ça repousse, ils mangent ça. Fait qu'à un moment donné, il n'y en a plus de plantes. Mais on peut utiliser cette capacité-là pour créer une surface. Donc, passer d'une surface gazonnée à une surface cultivée, dans le cas d'un jardin, ben, on va les laisser dans l'espace assez longtemps pour qu'ils mangent les végétaux qui s'y trouvent. Ils vont enrichir de leur déjection du sol. Ils vont brasser ça aussi, encore une fois, à la recherche de nourriture avec leurs pattes griffées. Façon super intelligente de créer une surface de jardinage. Peut-être qu'on va avoir à faire un petit peu de finition, genre s'il y a des rhizomes de chiens dents qui sont un petit peu plus profonds, souvent les poules n'y ont pas accès, fait que si on veut faire un clean-up en bon français de meilleure qualité, ben, on pourrait passer un petit peu de temps de finition, mais le gros de la job va être fait par les poules. En plus, elles diversifient leur nourriture, elles sont en plein air, tu sais. Fait que c'est chouette à ce moment-là. Seule chose, c'est que je ne recommande pas aux gens la première année de
de semer des plantes, des légumes racines, carottes, navets, ce genre de choses-là, où la nourriture pourrait être en contact avec des déjections des poules. Donc, dans la première année, pour éviter le faible risque de transmission de pathogènes à l'être humain, on attend. Mais au bout d'une année, là, on est passé à travers les 4 saisons, là, on peut se lâcher loose dans les légumes racines, il n'y a pas de problème. Une autre façon de mettre en relation les poules avec l'herbe, mais dans ce cas-là, c'est qu'on va les bouger plus fréquemment parce que si on les laisse encore une fois trop longtemps au même endroit, ils vont passer au travers de l'herbe, donc ils vont désherber. Encore une fois, si on veut créer une parcelle de jardin, un aménagement quelconque, on va utiliser ça. Mais si on veut juste leur donner accès à l'herbe, enrichir le sol, ne pas avoir à tondre à cet endroit-là, ou si peu, on peut utiliser des stratégies comme un poulailler mobile. Remarquez ici que vous avez des roues et des manchons. Le poulailler est ici tout intégré avec l'enclos, en passant 3 poules maximum dans une superficie comme ça. Le gros de la charge est à l'avant, donc en dessous des roues, fait que c'est un style brouette comme ça, fait qu'on peut les déplacer à chaque jour. De l'herbe fraîche, déjection au sol, on enrichit le sol, diversité alimentaire, pas besoin de tondre aussi peu. Mais il faut savoir que si on veut avoir ou maintenir notre gazon comme un green de golf bien drette, c'est pas la meilleure stratégie parce qu'encore une fois, la poule, elle gratte. Fait que des fois, elle peut miner un petit peu le terrain. Fait qu'il faut juste l'avoir en tête si on veut utiliser une stratégie comme ça. Donc, tondeuse à plumes, modèle intégré comme ça, brouette. Quand on a des petites superficies, si vous avez des plus vastes espaces, c'est que vous pouvez utiliser un poulailler mobile, par exemple un modèle comme ça. Mais dans ce cas-là, la clôture, en fait, l'enclos n'est pas intégré. Dans ce cas-ci, c'est un filet à volaille électrifié. Donc, ça se vend souvent en section là, de 165 pieds, une cinquantaine de mètres. Donc, on peut faire vraiment une grande superficie avec ça. Si vous voulez utiliser une stratégie comme ça, le kit là, de base, c'est filet à volaille, tige de mise à la terre, générateur d'impulsion électrique qu'on branche parce qu'il y en existe aussi là, qui est solaire, sont plus chers. Puis le fil pour brancher tout ça, on parle d'à peu près un 430 $ neuf dans le fond. Mais c'est le fun, la manœuvrabilité et la souplesse qu'on a avec une installation comme ça. Moi, j'apprécie beaucoup. J'en ai un kit chez moi que j'utilise. Donc, dans le fond, si on veut utiliser les poules au pâturage avec une installation comme ça, c'est qu'on va regarder l'état de l'herbe pour juger du bon moment pour les changer de place. Dans le fond, c'est que nous, on a à jouer le rôle de chef d'orchestre dans tout ça. S'il y a beaucoup de poules au même endroit, puis on les laisse trop longtemps au même endroit, bien là, on va avoir du sol à nu, on va avoir du désherbage. Si on ne voulait pas ça, bien, c'est parce qu'on est passé tout droit, tout simplement. Fait qu'il faut être actif là-dedans, mais moi, je trouve ça super enrichissant. Ça nous oblige à nous asseoir, à nous agenouiller, puis regarder les choses, apprendre de la nature comme ça. Puis moi, je pense que de mettre en valeur des comportements naturels d'un animal, au même titre que je dirais, les habiletés, les dons d'un individu humain, bien, c'est générateur de bonheur. Je pense qu'il y a aussi ce volet-là qui vient jouer sur le bien-être animal. Autre volet, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Privilégier les races de poules qui grandissent et pondent à un rythme naturel, premier volet, et résistent naturellement, et résistantes naturellement aux rigueurs de nos hivers. Fait qu'il y a comme 2 volets à ce point-là. Qu'est-ce que j'entends par là, pondre à un rythme qui est naturel, à mon avis? Dans le fond, avant de répondre à cette question-là, je dois vous présenter les 2 grandes catégories de poules. Il y en a une catégorie que j'appelle les sprinters, puis une autre, les marathoniennes. D'accord? Les sprinters, ce sont les poules qui vont donner beaucoup d'œufs en peu de temps. Les marathoniennes vont en donner essentiellement la même quantité, mais sur une plus longue période. D'accord? C'est des poules, dans le fond, évidemment, ce n'est pas le nom convenu. On ne va pas à la Coop agricole dire « je veux 3 sprinters, s'il vous plaît ». Ça se peut qu'on ne sache pas du tout de quoi vous parlez. Mais les noms convenus, c'est des poules hybrides dans le cas des sprinters. Puis je vous ai mis à l'écran la plus populaire, la poule que, je dirais, le plus de gens possèdent à la maison. C'est la poule rousse ou la poule fermière ou la poule brune. Moi, je l'appelle la poule rousse parce qu'on a des affinités capillaires comme ça. Fait que j'aime bien être solidaire dans ma rouquinerie. D'accord? Ce qu'il faut savoir, les poules hybrides sont développées à la base pour pondre beaucoup d'œufs en peu de temps. Donc, c'est dans une philosophie commerciale, de poulailler commercial / industriel. Donc,
dans une dynamique où c'est la rentabilité qui est super importante. D'accord? Encore une fois, je ne critique pas le système. Je me mets à la place d'un agriculteur qui veut produire des œufs de consommation. Là, ça vient avec un package. C'est que le financement, le soutien technique, les bâtiments, les hypothèques, tout ça, dans le fond, favorise des grandes installations, soit en cage, soit en volière. En passant, si vous achetez des œufs de poule en liberté, là, sachez que la liberté, ce n'est pas qu'ils vont à l'extérieur, c'est juste qu'ils ne sont pas dans des cages, fait qu'ils sont dans des volières. Fait que dans les deux cas, ils ne voient pas la lumière du jour, jamais. L'éclairage est contrôlé. Ne peuvent pas gratter le sol, évidemment, parce que c'est des slabs de béton. Quand ils sont, dans le fond, en volière, c'est directement sur le béton. Sont assez en promiscuité aussi. Bref, on est dans une dynamique où il y a beaucoup, c'est un système où il y a beaucoup de coûts. Dans le fond, imaginez quelqu'un qui décolle, mettons, un 20 000 oiseaux, 20 000 poules pondeuses, là. Je pense que c'est 200 $ le quota par poule. Fait qu'en partant, ça coûte une beurrée, plus le bâtiment, plus les coûts récurrents comme ça, nourriture et autres. Le seul revenu pour le producteur, c'est l'œuf. Fait qu'on comprend que cette façon de faire-là met une grosse pression sur la productivité. Donc, on développe des poules hybrides qui, aujourd'hui, des poules blanches hybrides, comme on voit à l'écran, là, sont rendues à peu près à 340 œufs dans une année. C'est qu'on veut tellement qu'ils produisent pour rentabiliser l'opération qu'à mon avis, ça dépasse la capacité de l'animal à se maintenir en santé. Si vous avez acheté des poules cette année, qu'on appelle des poules de réforme, donc ils passent une année dans des poulaillers commerciaux comme ceux-ci. Au bout d'une année, on les remplace parce qu'ils commencent à diminuer leur performance de ponte. Donc, on va les remplacer par des jeunes qui sont en âge de pondre ou qui est tout près de l'être, c'est-à-dire autour de 19, 20, 21 semaines. Mais ces poules-là qui s'en vont à la réforme, donc à l'abattage, bien, il y en a qui ont été détournées cette année pour répondre à la forte demande de poules. Puis il y en a qui ont été surpris en allant chercher leurs poules. Là. Ils étaient toutes déplumées en mauvais état. Bien, ça, c'est dû au fait qu'ils sont dans des conditions comme ça, dans le fond, où on est déconnecté de la nature. Puis aussi, c'est la ponte qui est à un rythme effréné, à mon avis, qui va jouer sur la santé de l'animal. Pardon. Donc, c'est l'enjeu économique, en fait, qui prime. Donc, si vous avez des poules hybrides à la maison, là, vous n'êtes pas des mauvaises personnes. Arrêtez de vous juger, de vous culpabiliser, là, puis tout va bien, d'accord? Mais j'aime bien vous parler de ça dans un contexte de bien-être animal parce que moi, je pense que dans le choix même de la race de poule qu'on va avoir à la maison, ça a une incidence sur le bien-être animal. Oui, les conditions, là, mais en amont de ça, le choix de la poule a une incidence. Pour vous démontrer à quel point c'est exigeant pour une poule de pondre un œuf, si par exemple on prend une poule Chanteclair, je vais vous en parler de cette race-là tantôt, moi je l'aime bien, c'est une poule patrimoniale québécoise. À l'âge adulte, elle pèse à peu près 3 kilos, un salé. C'est une belle grosse poule. Là, cette poule-là donne à peu près des œufs de 60 grammes. Si je fais une règle de 3 avec, mettons, un mammifère de 130 livres, là, vous voyez un peu où je m'en vais, bien, c'est comme si ce mammifère-là, appelons-la une femme, évidemment, c'est comme si c'était des œufs d'autruche qui sortaient de son corps à un rythme... Dans le cas des poules hybrides, un 330, 340 œufs dans leur année. Fait que c'est très exigeant. Même que la poule hybride, là, elle pèse à peu près la moitié de la poule de race. Fait que mon analogie est encore plus frappante. C'est-à-dire que 2 fois moins de poids, c'est comme si toute proportion gardée, c'est encore plus important parce que c'est à peu près des œufs de 60 grammes aussi que l'industrie vise. C'est l'optimum. Si les poules produisent des œufs plus gros, le producteur n'a pas un retour, un revenu supplémentaire pour les œufs, appelons-les jumbo. Fait qu'il essaie de viser le 60 grammes. Évidemment, un œuf jumbo, c'est parce que la poule a plus mangé aussi. Donc, il y a des coûts. Fait que l'optimum dans l'industrie, c'est un 60 grammes comme ça. L'autre catégorie, poule marathonienne, encore une fois, c'est une analogie par rapport aux performances de ponte. Donc, c'est une poule qui va donner essentiellement la même quantité d'œufs que les poules hybrides, mais sur une plus longue période. Puis vous en avez plusieurs races à l'écran, Brahma, Wyandotte, vous avez des Chanteclair ici. Si on voit le popotin de Mémé, c'est notre poule cochin qu'on a à la maison en ce moment. En fait, il y a autant de races de poules, je dirais qu'il y a de races de chiens, puis autant de diversité de caractéristiques que dans les chiens. La même chose, des grandeurs, des couleurs, des comportements, toutes sortes de choses à ce niveau-là.
vous ai parlé de la Chanteclair, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. C'est une poule qui a été développée pour et par nous, en fait, pour résister à nos rigueurs de l'hiver. Qu'on voit notamment dans le fait que sa crête et ses barbillons, là, je vois, OK, la crête et les barbillons sont atrophiés chez cette poule-là, alors que beaucoup de races, c'est beaucoup plus proéminent. Ça lui permet de garder davantage sa chaleur. Donc, ça l'aide. Puis aussi, c'est une grosse poule. Puis en règle générale, les grosses poules sont plus résistantes au froid que les plus petites poules. Hein, c'est un peu logique. Aussi, c'est une poule qui est faite pour être mangée également. Donc, on dit qu'elle a la double utilité. Relativement bonne pondeuse, jamais autant que les poules hybrides qui sont des Formule 1. Là. Le seul but dans la vie d'une poule hybride, c'est de pondre des œufs. Alors que ces poules-là prennent leur temps à pondre leurs œufs, prennent des pauses, en fait, pour se régénérer. Donc, ils vont vivre plus vieilles, pas mal que les poules hybrides. Et puis, celle-ci, elle peut être mangée aussi comme bien des races. Donc, ça peut être une dynamique que vous avez à la maison aussi. Comme j'ai à la maison, en fait, les poules, moi, je les garde habituellement maximum 1 an et demi. Donc, ils passent un hiver à la maison. Je les ai à partir du mois de mai, poussins, où ils vont naître à la maison. Puis, je les garde 1 année et demie jusqu'à l'automne d'après. Puis après ça, je fais boucherie à la maison. Donc, les races qu'on choisit chez nous, bien, on peut les consommer aussi. Poule hybride, ça ne vaut vraiment pas la peine de manger la chair. En fait, il n'y a pratiquement pas de chair. Donc, marathonienne, poule de race, j'en montre d'autres. Ameraucana ici, la poule, elle donne des œufs bleu pâle, c'est assez particulier. Brahma, j'en ai parlé. Ici, vous avez la Sussex, vous avez la Plymouth Rock barrée, c'est une autre race de poule qui est assez populaire. Puis, pour aider les gens à se repérer dans les nombreuses races qui sont disponibles, j'ai créé un répertoire de 74 races de poules et de leurs principales caractéristiques, comme l'utilité, bon, pondre, mais il y a la double utilité, comme je disais tantôt, relativement bonne pondeuse, bonne pour la chair. Il y en a qui sont plus ornementales, genre poule polonaise, ça ne pond pas beaucoup d'œufs, mais tu sais, ça flash. Il y en a qui ont ça pour la beauté de l'animal, comme ça. C'est comme les chiens, c'est la même chose. Au niveau des œufs, plein de caractéristiques. Le poids, tolérance au froid, c'est là. Donc, il y a plein de choses qui se retrouvent là-dedans. Puis ce répertoire-là, il est disponible aux personnes qui s'inscrivent, qui achètent en fait ma formation complète en ligne sur la garde de poule. Je vais vous en parler à la fin de ma présentation. Mais l'hiver, j'en ai parlé l'hiver tantôt, hein? Sujet préoccupant. En passant, ce n'est pas une bonne idée du tout de mettre des petits manteaux de laine sur nos poules, aussi jolis soient-ils. La poule, pour garder sa chaleur, en fait, pour s'isoler, elle va gonfler son plumage. Donc, ça va créer des couches d'air qui vont qui vont freiner la déperdition de chaleur. Alors que si on colle un petit manteau sur elle, on s'entend qu'elle n'est pas capable d'ébouriffer ses plumes. C'est plus drôle que pour d'autres choses, d'accord? Je vous rappelle, en fait, je ne me rappelle pas si je l'ai dit, mais sachez qu'il y a 45 races de poules qui sont particulièrement résistantes au froid, d'accord? Puis je vous ramène, en fait, celles que je vous ai déjà présentées. Chanteclair, évidemment, Ameraucana, Brahma, Sussex, Plymouth Rock, Wyandotte, Cochin, Favrol, il y en a vraiment, Orpington, il y en a vraiment plein comme ça. Donc, ce sont les races les plus résistantes qui sont parmi les poules de race, évidemment. Dans les poules hybrides, poules blanches, poules rousses, on pourrait dire moins 10, moins 15 degrés avant de chauffer le poulailler. Mais en bas de ça, là, en tout cas, il n'y accote pas les 45 races de poules qui sont les plus tolérantes au froid comme ça. Puis évidemment, l'hiver, bon, on va gérer ça adéquatement. En fait, pour favoriser la sortie de l'animal. Moi, ma philosophie, c'est j'ouvre la porte le matin et je la ferme le soir. La petite porte VIP, là. Vous verriez une porte, une poupoule, là. J'ouvre ça le matin, je la ferme le soir. Puis, dans le fond, c'est implicite, c'est que la poule, elle choisit quand elle va dehors, puis elle choisit quand elle rentre. Puis, c'est elle qui gère sa journée, finalement. Puis, dès que le soleil se lève, elle entre en activité. Puis, quand la brunante arrive, elle va rentrer se réfugier au poulailler. C'est ça le rythme. Dans le fond, la poule est arrimée au cycle du soleil comme ça. Pour favoriser sa sortie, deux choses. On va bloquer les vents dominants, d'accord? Pour pas que ça vienne refroidir l'animal, dans le fond, en faisant en sorte qu'elle va perdre sa chaleur rapidement. C'est comme nous autres au grand vent. Puis aussi, les pattes des poules, hein, c'est pas très isolé, là. En fait, pas du tout. Fait que pour pas qu'elle perde beaucoup de chaleur, dans de la neige folle, elle n'aime pas ça. C'est là qu'elle va perdre le plus de chaleur. Neige tapée, c'est mieux. Pas de neige, c'est encore mieux.
Si on peut avoir la chance d'avoir une toiture, mettons, sur notre volière, sur notre enclos, bien, en ce moment-là, on a beaucoup moins de neige à l'intérieur. Donc ça favorise la sortie de l'animal. Autre chose à avoir, un abreuvoir chauffant, c'est un must, à mon avis, comme un modèle ouvert comme ça. Il y en existe aussi des modèles fermés avec tétine sur le côté. On branche ça dans le 110 volts. Il y a un thermostat avec un élément chauffant. Ça gère le chauffage automatiquement pour garder l'eau liquide. On n'a pas besoin de gérer ça autrement. C'est un 70 $ à peu près qui est bien investi. Puis pour chauffer le poulailler, moi, je dis vraiment aux gens, chauffer au besoin le poulailler. Les gens ont tendance à surchauffer le poulailler parce qu'ils se disent, bon, les poules sont fragiles au froid. En fait, la plupart des races, je vous le rappelle, moins 10, moins 15, moins 20 degrés, aucun problème. Fait qu'on va chauffer au besoin. Vous connaissez probablement l'ampoule infrarouge qui va produire, oui, de la chaleur, mais également une lumière qui va perturber le sommeil des poules, ce qui n'est pas souhaitable. Tout animal, nous compris, devrait dormir dans un milieu qui est sombre. On a une alternative intéressante, c'est une ampoule en céramique qu'on va visser exactement au même endroit. Dans j'ai-tu une image de ça? Non, je ne l'ai pas, malheureusement, mais je vais vous l'expliquer. C'est une espèce de casing abat-jour en métal avec un grillage en dessous. On va visser l'ampoule dedans. Le grillage, pardon, va faire en sorte de protéger l'ampoule qui devient très, très chaude. Empêcher le contact, là, la poule pourrait se brûler, par exemple, là-dessus. Puis le gros avantage, c'est que ça produit aucune ou si peu de lumière. Donc, ça favorise un sommeil, donc le bien-être animal, encore une fois. Sommeil, ça fait partie des conditions de base pour être bien et heureux dans la vie. Hein? On en convient. Donc, voilà pour l'hiver. Moi, ça fait partie de mes critères, en fait. Résistante au froid, là, c'est un de mes 2 critères principaux. Moi, je fais le parallèle avec les plantes. Je me dis, je ne vais pas amener des plantes chez moi, des vivaces, on s'entend. Là, les annuelles, c'est d'autres choses, là, mais des vivaces. Je ne vais pas amener des plantes qui ne sont pas adaptées à ma zone de rusticité, donc les rigueurs de l'hiver propres à ma région. Moi, je fais le parallèle avec des poules. Pourquoi se battre à garder des poules, par exemple, des poules soyeuses qui sont moins résistantes? Paraît-il, je n'en ai jamais gardé. Plus petites poules, plus comme animal de compagnie, de ce que je comprends. C'est pourquoi les gens la gardent. Moi, résistante au froid comme ça, donc moi, je me dis, pourquoi faire des choix comme ça quand on peut avoir des poules full résistantes, puis il y en a 45 races, pas comme si c'était limitatif. Donc, moi, c'est dans mes principaux critères de sélection. Dernier point pour boucler ma philosophie, avoir recours à des matières saines et locales que la nature reconnaît. Dans le fond, au niveau du bien-être animal, moi, j'utilise des matières naturelles, d'accord? Moi, vous voyez la charpente de mon poulailler en construction. Donc, on voit là, des 2x3, puis des lattes comme ça, puis des contreplaqués. Donc, ça contient peu ou pas de colle. En fait, ce qui contient le plus de colle, c'est le contreplaqué, mais très peu d'émanations de composés organiques volatiles là-dedans. Par contre, si on utilise des panneaux OSB comme ça, là, de la RIP pressée, là, ça contient énormément de colle, puis cette colle-là, en présence d'humidité, de chaleur, va relâcher des composés organiques volatiles qui sont irritants pour les poules autant que pour nous, dans le fond. Donc, je préfère y aller avec des matériaux qui sont non traités, peu de colle, que je vais traiter moi-même. Moi, j'utilise de l'huile de lin bouillie. Ça s'ajoute d'un quincaillerie, Rona, Home Depot et autres. Là. Des grandes quantités à peu de frais. On va appliquer ça en 2 couches. On applique une couche au chiffon, on enlève l'excédent, on laisse sécher, on refait la même affaire. Puis moi, mon poulailler, il a été traité intérieur-extérieur avec ça. Puis il est encore très, très beau. Un petit peu de noir dans le bas, mais c'est que en surface, un peu de moisissure comme ça. Mais après un petit coup de brossage, ça va avoir disparu. Donc, puis en même temps, de cibler des matériaux qui ne sont pas traités. Ou, par exemple, du cèdre, c'est pas traité, mais c'est imputrescible par nature, mais c'est très cher, du cèdre, évidemment. Donc, il y a là du bois naturel qu'on va traiter soi-même avec de l'huile de lin et d'autres, l'huile de ricin. Dans le fond, le principe, c'est que le bois va absorber l'huile, puis il va devenir imperméable, c'est qu'il n'y a plus de plaque. C'est quand le bois absorbe l'eau puis que l'eau reste stagnante dans le bois que les champignons, les moisissures se développent, donc le bois se dégrade, va se mettre à pourrir. Donc, c'est ça le principe à la base. Ensuite de ça, toujours dans le truc sain et naturel et local, tout ça, évidemment, à la base, moi, ce que je dis aux gens, donnez toujours accès sans rationnement, sans rationner, la moulée aux poules. Vous avez en forme cubée ou en granule comme ça ou en forme moulée. Là. On reconnaît le grain. Une ou l'autre, c'est essentiellement la même chose. Quand on est dans la même compagnie puis on a les 2 formes,
C'est essentiellement les mêmes recettes, c'est que la forme qui change. Mais ce pourquoi j'ai mis le bec de l'oiseau, c'est la forme du bec de l'oiseau nous indique son régime alimentaire. Donc, légèrement recourbé comme un rapace, assez allongé pour gratter dans le sol. Donc, c'est un bec omnivore. Donner accès à l'herbe à nos poules, il n'y a pas plus local, accessible et naturel si vous ne mettez pas de produits chimiques, évidemment, dans votre pelouse, là. Et puis, les restants de table aussi, c'est la même chose. Puis, plus on va leur donner accès à ça, moins elles vont manger la moulée de base. Donc, on économise également, en plus de répondre aux besoins d'omnivore de la poule, d'enrichir son alimentation, donc d'avoir des œufs plus, comme je le disais au départ. Frais et sains et très nutritifs. L'été, là, on le voit, le jaune de l'œuf devient orangé. C'est à cause des pigments dans l'herbe, ça, notamment, que le jaune va changer de couleur comme ça. Donc, c'est une indication de la richesse du joli coco qu'on est en train de manger. Autre exemple de matière saine et locale, pour la litière, moi, ce que j'utilise dans le poulailler, c'est des copeaux de bois. C'est assez absorbant, dans le fond, puis c'est ça la principale caractéristique, à mon avis, qu'on devrait rechercher dans une litière à mettre au poulailler, c'est le taux d'absorption. Puis, ces copeaux de bois-là, ça vient d'usines de sciage de 2x4 un peu partout au Québec. D'accord? Il peut y en avoir ailleurs aussi, mais on en produit beaucoup au Québec. Donc, c'est des résidus de sciage de bois. Donc, on valorise un résidu de bois qui probablement a été produit au Québec. Donc, ça, je trouve ça chouette. Puis cette matière-là, c'est une matière carbonée qu'on va pouvoir ensuite soigner en bon français dans le tas de compost qui mélange aux déjections des poules, matière azotée, dans la matière carbonée qui est la litière. Bon, on a déjà un bon mélange. Peut-être qu'on va devoir ajuster le taux de carbone, le taux carbone-azote, mais on a déjà quelque chose d'intéressant pour le compost. Donc, tout ça pour dire qu'on achète un ballot de RIP compressé, des copeaux de bois compressés, ça vaut 5-6$ le ballot de 3 pieds cubes de mémoire. Ça vaut 5-6$, mais ce n'est pas perdu parce qu'ensuite, on va le composter, donc on va retourner ça au sol pour l'enrichir, pour l'amender. Autre litière, cette fois-là, à l'extérieur, puis là, on est dans la bonne période de l'année, mais ça achève, là. Moi, ça, c'est ma remorque, là. Depuis que j'ai une remorque, là, je dévalise les rues de mon voisinage pour aller chercher des sacs de feuilles qui mettent au chemin pour la collecte. C'est une merveilleuse richesse. Cette litière-là, je la mets dans l'enclos et non pas au poulailler parce que ce n'est pas assez absorbant au poulailler. Ça va plus saloper que d'autres choses, mais j'en mets abondamment au poulailler. Donc, super bonne litière, matière carbonée, qui, encore une fois, va s'enrichir des déjections qu'on va pouvoir composter après. Donc, on s'entend que c'est local et ça ne coûte rien des feuilles comme ça. On peut en avoir chez soi, évidemment, mais on peut aller à gauche et à droite chez nos voisins, et puis c'est gratuit et abondant. Donc, voilà, ça existe des opportunités comme ça d'aller chercher des matières gratuitement qui vont vous permettre d'avoir des stratégies que je dirais écologiques, tout simplement. Donc, voilà ma philosophie, la garde de poule tout naturellement, ça veut dire tout ça, dans le fond. C'est se coller à la nature globale, la nature de l'animal, mettre en valeur la nature de l'animal, des matériaux naturels le plus possible. Donc, je pense que ça résume bien ma philosophie. Donc, je pense que je vous ai bien expliqué, dans le fond, c'est quoi qui drive mes enseignements par rapport, oui, aux poules, mais en général aussi par rapport à la permaculture. Donc, la vision, dans le fond, moi, la poule, je la vois vraiment comme un élément de l'écosystème. Puis le rôle de l'être humain là-dedans, c'est de jouer l'entremetteur, c'est de la mettre en relation avec différents éléments avec lesquels elles vont interagir. Puis tout ça va créer, si c'est bien fait, si ça correspond à comment ça se passe dans la nature, en vie, en abondance, en service écologique, tout ça. Donc, repenser au tas de compost, à l'herbe, tout ça. Fait que c'est à nous, dans le fond, à mettre les poules en relation. C'est sûr qu'on peut les laisser dans le fond de la cour, déconnectés du reste. Mais vous n'allez pas tirer profit des comportements naturels de l'animal. Puis aussi, vous n'allez pas bénéficier des beaux apprentissages et multiples apprentissages que vous pouvez faire en regardant comment va se recycler la matière, parce que les matières sont bouclées, comme ça, c'est du carbone, d'azote, ces choses-là. Comment, dans le fond, la vie s'exprime. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre à partir du moment où on se met à jouer les instruments. On laisse la nature jouer de ses instruments. Ce n'est pas nous autres qui jouons les instruments, on fait juste mettre les éléments en place. Puis s'il y a une symphonie qui sort de là, hein, c'est une belle image, il y a une symphonie qui sort de là, bien, ça veut dire qu'on a fait un bon match, tout simplement. Fait que ça, moi, je trouve ça super intéressant.
Je vais vous parler un peu des normes. Je ne parlerai pas du cadre réglementaire au niveau provincial. Éric, on a perdu l'image. Toutes ces choses-là. Je ne vais pas parler de ça. Mais écoute, il faut qu'on arrête là. On n'a pas le choix. Il y a déjà -10. OK. -8. Excusez-moi tout le monde. Donc, je vous invite à communiquer avec Martin via notre page Facebook, notre conférence, si vous avez des questions. C'était super intéressant. Écoutez, ce que j'invite les gens à faire, là, c'est que je vais leur donner le lien vers la vidéo sur YouTube. Donnez-moi juste 2 secondes. Là, je vais la mettre sur le chat. Vous allez pouvoir la voir au complet, puis aussi participer au tirage que j'ai lancé là-dessus. Fait que je vous la partage. Bravo, Martin. J'étais lu dans mon idée de diriger les gens vers le chat de Facebook et de continuer vos questions et réponses à cet endroit. Oui, fait que vous l'avez, dans le fond, le lien YouTube, je l'ai mis sur le chat, donc vous avez juste à aller voir de ce côté-là, puis vous allez voir ce que vous avez déjà vu, puis la fin, dans le fond, qu'on n'a malheureusement pas eu l'occasion de voir. Je vais t'inviter, Martin, à partager ce vidéo là, sur le chat de YouTube et de me l'envoyer. Comme ça, le lien de la présentation d'aujourd'hui, nous allons le remplacer sur la plateforme virtuelle et tout le monde va y avoir accès. OK, parfait. Ben, tu vas le trouver sur le chat. Je viens de le partager à 7h53. OK, copiez-le tout de suite parce que malheureusement, on est obligé de mettre fin à la rencontre. C'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé ton jeu de mots. La poule peut se brûler sur l'ampoule. OK, je pense que je suis fatigué. J'ai besoin. Oui, hein, la fin de semaine va être longue, mais lâche pas lundi. Ça va être un beau gros dodo. Ah, c'est certain. Un gros merci à Martin. C'était vraiment apprécié. Puis désolé d'avoir coupé un peu court, là. Bon, ben, c'est pas grave. Il y a une alternative sur YouTube. Fait que juste à suivre, allez voir ça. Yes, merci, Éric. Merci, Marie-Soleil. À bientôt, j'espère. J'espère qu'on va se voir en vrai bientôt. Ah oui, on se fera un gros câlin. Salut. Yes, c'est sûr. Salut bien. Ciao.